Bonjour à tous. Dans quelques semaines, le gouvernement rendra ses arbitrages en matière de politique énergétique. C'est un débat qui s'annonce passionné en France et pour éclairer un peu ce débat, j'ai invité Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, expert des questions énergétiques. On va essayer avec vous de déblayer quelques idées reçues avant ces annonces qui seront faites par le gouvernement. La première question qui se pose, parce qu'on en parle beaucoup, c'est celle du climat. En quoi le sujet est-il lié à la lutte contre les émissions de CO2 en France? Il faut le dire, je crois, là, insister, on est dans un cas un peu particulier en France par rapport au reste du monde pour ce qui concerne le système électrique, puisqu'avec le nucléaire, on émet moins de CO2. Alors dans les modes de production électrique qui n'émettent pas de CO2 ou très peu de CO2, on va dire, vous avez l'hydroélectricité, vous avez le nucléaire, ou les barrages, c'est ça, vous avez le nucléaire et puis vous avez ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, la géothermie, le biogaz, etc. Il se trouve qu'en France, 90% de la production électrique n'émet pas de CO2, c'est-à-dire c'est du nucléaire et de l'hydroélectricité, depuis 30 ans maintenant. Oui. Donc nous, on a fait, en ce qui concerne le climat, l'essentiel du chemin sur la production électrique depuis 30 ans déjà. Et en cela... c'est très particulier par rapport au reste du monde, c'est-à-dire que dans le monde, l'électricité est de fait un important facteur d'émissions de CO2. On a quelques pays qui nous ressemblent un peu, avec des proportions de nucléaire et d'hydroélectricité qui sont variables. La Suède, par exemple. La Norvège, c'est que de l'hydroélectricité, pas de nucléaire. La Suisse, l'essentiel, le Brésil. Voilà, tous ces pays ont essentiellement des barrages et ou du nucléaire. Par contre, si on regarde dans le monde dans son ensemble, la production électrique est faite avant tout avec du charbon, 40% de l'électricité mondiale, puis du gaz, 25% de l'électricité mondiale, ce qui fait de la production électrique le premier poste d'émission de gaz à effet de serre dans toutes les activités humaines dans le monde. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, d'un point de vue du climat, faire évoluer l'équilibre, on va dire, entre nucléaire et énergie renouvelable en France, c'est relativement neutre. Alors c'est un débat qui est hors problème climatique. Voilà. Et c'est assez paradoxal de voir que dans ce pays, on a investi l'essentiel de nos moyens économiques dans des renouvelables électriques, tout en professant encore il y a quelques jours au One Planet Summit qu'on s'occupe activement du climat. En fait, c'est faux. La France ne s'occupe pas activement du climat aujourd'hui. Elle s'en est occupée activement il y a 30 ans quand elle a construit son parc nucléaire, mais à ce moment, ce n'est pas ça qu'elle avait en tête. Et depuis 30 ans, on ne fait rien de particulier, on ne fait rien de mieux que les autres, on va dire. Le problème chez nous, il est dans l'utilisation du pétrole et du gaz, et un tout petit peu du charbon, c'est-à-dire la mobilité, essentiellement au pétrole, le chauffage. Le pétrole et le gaz, c'est 4 fois l'énergie électrique dans le chauffage, et l'industrie. Voilà, c'est là que sont les sujets en ce qui concerne le CO2. Et si on prend les gaz hors CO2, on a également un sujet avec l'agriculture, qui n'est pas un débat énergétique, mais qui est un débat climatique. Revenons à notre système électrique. On s'est fixé comme objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production électrique, contre environ 75% aujourd'hui. Une première échéance avait été fixée en 2025. On sait aujourd'hui qu'elle est totalement inatteignable. On parle plutôt de 2035. Est-ce que ça vous paraît crédible ou pas? Alors, c'est surtout un objectif qui, de mon point de vue, n'a aucun intérêt, qu'il soit en 2025, 2035, 2045 ou 2082. Tout simplement parce que, comme je le dis, on a déjà fait le travail sur la décarbonation du système électrique et que nos capitaux doivent aller en priorité, nos capitaux et notre temps de travail et notre temps de cerveau disponible doivent aller en priorité dans la décarbonation du reste. Donc s'occuper d'abord de baisser la part du nucléaire à 50%, c'est s'occuper d'un problème qui est un problème secondaire. Ça revient quelque part à dire que le risque nucléaire, qui en plus augmenterait dans ce genre de programme, ce qui est paradoxal, est quelque chose qui est beaucoup plus important que le risque climatique, et ça n'est pas ma vision de la hiérarchie. Pourquoi est-ce que vous dites que le risque nucléaire augmenterait? C'est totalement contre-intuitif. On se dit si on baisse la part du nucléaire, on baisse le risque nucléaire. Oui, parce que tout le monde pense que si on passe le nucléaire de 75 à 50% de la production annuelle, on va baisser la puissance nucléaire d'un tiers. Or, ce n'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va garder la puissance nucléaire. Par contre, on va baisser son utilisation annuelle d'un tiers. Donc, on va garder, parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne et en Espagne, en termes de mobilisation des moyens. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder un système qui sera le même, qui a les mêmes coûts, parce que le système nucléaire est un système à coût fixe. En gros, il vous coûte la même chose que vous en serviez beaucoup ou un peu. On va le garder en garantie, parce qu'à 6 h du matin, un jour d'hiver, il faut que les trains avancent quand même s'il n'y a pas de soleil et pas de vent. Ce que vous sous-entendez par là, c'est que les énergies renouvelables, telles qu'on les connaît aujourd'hui, et dans un horizon relativement rapproché, on n'arrivera pas à en faire un système entièrement disponible, pilotable, avec un stockage qui permet de remplacer la production nucléaire, qui nous fournit un socle, effectivement, qui est constant dans son utilisation. Ces énergies-là existent, mais on a mangé notre pain blanc. C'est l'hydroélectricité.
Sauf qu'il se trouve que l'Europe aujourd'hui est équipée à 90% de son potentiel technique, donc on n'ira pas beaucoup plus loin là-dessus. On ne va pas reconstruire Avec de grands des barrages barrages, en France. on peut faire un système totalement pilotable. La Norvège en est un exemple. La Norvège fait toute son électricité avec des barrages, ça marche très bien. Le Brésil fait l'essentiel de son électricité avec des barrages. Mais on ne refera pas de grands barrages en France, ou alors avec d'autres on ne peut conséquences. plus. Non, mais on ne peut plus. De toute façon, voilà, physiquement, c'est plus possible. Il tombe pas assez d'eau pour qu'on puisse encore capter beaucoup d'eau qui tombe. Donc il nous reste le solaire, l'éolien, y compris l'éolien offshore. On dit on peut construire aujourd'hui des grosses capacités, notamment en offshore, à des coûts qui deviennent de plus en plus compétitifs et qui pourraient nous fournir une base d'électricité relativement stable qui ferait qu'on pourrait dépendre moins du nucléaire. Ça, c'est pas possible? Alors, je vais vous donner 2 chiffres. On a déjà mis, au moment où on se parle, exactement à fin 2017, les Français ont déjà engagé 120 milliards d'euros pour construire des éoliennes et des panneaux solaires, au titre de tous les contrats qui ont été passés avec des producteurs à fin 2017. Ce à quoi il faut rajouter les 25 milliards qui ont été promis sur l'éolien offshore, ça fait 145 milliards. Bon. Avec ces 145 milliards, vous n'allez pas éviter de CO2, vous allez produire quelques pourcents de l'électricité française, 5% en ordre de grandeur. Oui, c'est à peu près ça, 5% en ordre de grandeur. C'est aujourd'hui, le solaire fait un peu plus d'1% et l'éolien fait 5%, donc mettez-moi 6, mais peu importe. Vous n'allez pas éviter de CO2. Avec ces mêmes 145 milliards, vous auriez pu offrir une pompe à chaleur à chaque Français chauffé au gaz et au fioul, à chaque Français, à 15 millions de foyers. Vous auriez évité 10 milliards d'importations par an, pétrole et gaz. Vous auriez évité 20% du CO2 national. Et vous auriez créé 200 000 emplois dans l'économie nationale. Bon, là, on est en train de s'occuper d'un faux problème, qui est un truc totalement secondaire, en investissant nos milliards et notre temps disponible dans quelque chose qui est déjà traité depuis 30 ans. À une réserve près, peut-être, on comprend que vous dites que le débat est trop focalisé sur le nucléaire et du coup on oublie d'autres investissements qui pourraient être beaucoup plus rentables en termes d'émissions de CO2. Moi, je n'oublie pas, on ne les fait pas. Voilà. Il y a un sujet, cela dit, qui est le nouveau nucléaire, c'est-à-dire la construction éventuelle de nouvelles centrales nucléaires. Est-ce qu'on peut les éviter et est-ce que l'arbitrage en termes de prix est toujours le même quand on voit le dérapage des coûts qu'on peut avoir sur le nouveau nucléaire aujourd'hui? Quand on voit ce qui passe à Flamanville, par exemple. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette histoire. Première... Et vous avez 30 secondes pour y répondre. En 30 secondes, j'y répondrai mal. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on n'arrête pas de s'exciter sur Flamanville. On oublie de parler autant de Taishan, qui sont les 2 premiers EPR qui vont rentrer en fonctionnement dans le monde en Chine, qui seront terminés pour 5 milliards de dollars pièce. C'est-à-dire en gros la moitié du coût de Flamanville, tout simplement parce que construire un réacteur, c'est beaucoup de génie civil, c'est des trucs sur lesquels les Français ont perdu la main, parce que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait. Donc la première fois qu'ils refont, ils refont un certain nombre de bêtises, pas grave pour la sûreté, mais qui vont coûter de l'argent. Bon. La deuxième chose, c'est que le nucléaire étant une infrastructure où l'essentiel du coût est dans la construction, le coût du mégawattheure en sortie dépend énormément de ce qu'on appelle le coût de l'argent, c'est-à-dire les intérêts que vont vous demander vos actionnaires et vos banquiers pour vous donner l'argent qui va vous permettre de construire le réacteur. Bon. Selon que ces intérêts sont à 2% ou à 10%, même avec un EPR cher, votre mégawattheure, il sort à 45 ou à 100 euros. C'est pas exactement pareil. Donc il y a un deuxième sujet sur le nucléaire qui est d'avoir des modes de financement qui font que c'est pas vu comme un truc monstrueusement risqué pour l'actionnaire et qui va vous demander à ce moment des rendements extrêmement élevés. Ensuite, le nucléaire est un système complet, c'est-à-dire que lui, il se pilote. Le nucléaire permet de faire avancer le train de 8h du matin à 8h du matin. L'éolienne, s'il n'y a pas de vent à 8h du matin, le train de 8h du matin n'avance pas. Donc comparer les coûts de sortie d'éolienne et les coûts de sortie du nucléaire, c'est comparer des choux et des carottes. Pour comparer des choses comparables, il n'y a que 2 manières. Ou bien vous comparez le coût du combustible évité par un moyen que vous devez garder de toute façon avec le coût complet de l'énergie renouvelable. Et à ce moment, en France, comme le coût du combustible évité dans un réacteur nucléaire, c'est 1 euro. Eh bien, il faut que l'éolien descende à 1 euro le mégawattheure pour qu'il soit concurrentiel. Ou que le solaire descende à 1 euro le mégawattheure pour qu'il soit concurrentiel. Je ne pense pas qu'on y soit encore et je ne pense pas qu'on y sera demain matin. À ça, il faut ajouter, soit dit en passant, qu'aujourd'hui, les panneaux solaires et les éoliennes, c'est une industrie mondialisée qui dépend des combustibles fossiles. C'est-à-dire que le jour où vous n'aurez que des éoliennes et des panneaux solaires pour fabriquer d'autres éoliennes et d'autres panneaux solaires, y compris avec la mine en amont, la métallurgie en amont, la chimie en amont, etc., on ne restera pas à 100 euros le mégawattheure pour le solaire, ça je peux vous l'assurer. Bon. Donc, cette histoire de comparaison de coûts est un truc qui aujourd'hui surfe sur 1 milliard de malentendus. On croit
qu'on peut faire une bonne affaire, parce qu'on ne compare pas des systèmes qui sont avec les mêmes périmètres, et parce qu'on oublie qu'aujourd'hui, si l'éolien et le solaire coûtent pas cher, c'est grâce aux combustibles fossiles. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a bien compris la complexité du sujet et j'espère que quand on aura les décisions du gouvernement à la fin du mois, on ne résumera pas ça à 1 ou 2 chiffres parce que ce sera forcément beaucoup plus complexe que ça. Si, ça va se résumer à 2 chiffres. Merci beaucoup en tout cas et très bonne journée à vous. Merci, au revoir.